contente de l'introduction, vraiment, ça me fait plaisir. Je ne savais pas ce que vous venez de dire. Puis, pendant toute la journée se déroulait, je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va avoir à dire? Il y a plein de choses qui sont installées présentement dans plein de commissions scolaires. Puis, on se retrouve là-dedans. Je me disais, je vais leur dire, ben, je pense que je vais vous présenter une synthèse parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont être redondants là, sur la journée. Mais en même temps, on va essayer de voir, nous, on en est à notre 4e année, même un peu plus, dans l'implantation du programme de mentorat. Ce qui fait qu'on a connu des problématiques en cours de route qu'on a dû résoudre. On a axé notre présentation sur les modifications qu'on a apportées en fonction des problématiques qu'on a vécues à l'intérieur du programme. C'est l'aspect nouveauté qu'on va essayer d'apporter dans notre présentation. C'est juste l'élément que vous voyez, bon, ressources humaines et services éducatifs, donc conseiller pédagogique, services éducatifs. Ce que je trouve important de mentionner, c'est que c'est un programme qui est géré de façon conjointe. C'est sûr qu'il y a eu des démarches qui ont été faites dans le passé lorsqu'on a été les instigateurs de ce programme-là, qui était un projet au départ, et c'était justement des gens de ressources humaines, dont moi, en l'occurrence, c'est services éducatifs, directeur de services complémentaires. Et c'est important pour moi de vous préciser, c'est pas juste une question de ressources humaines et de services pédagogiques, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait de façon conjointe et qui continue à se gérer de façon conjointe. C'est important de le mentionner. La commission scolaire, juste pour vous situer, c'est pas une grosse commission scolaire, on parle de 9000 élèves environ, ETP, 9000 avec FPFGA inclus, donc c'est pas une très grosse commission scolaire, c'est celui dans l'Estrie. Comme Élise l'a mentionné, 4e année, et il y a eu bien sûr, là, je fais un petit retour en arrière, certains éléments qui ont mis à l'origine, si on va à la prochaine, à l'origine du programme. C'est-à-dire, bon, c'est sûr qu'on a constaté qu'il y a eu beaucoup de départs à la retraite à un moment donné, il y a 4 ans, et on s'est interrogé justement sur la nécessité d'accompagner les jeunes enseignants. Ce qu'on constatait aussi, c'est sûr que les jeunes qui arrivaient des tâches très difficiles, des tâches buffet, comme vous l'avez mentionné aujourd'hui, mais aussi, ce que j'avais constaté, c'est qu'au niveau du programme d'aide aux employés, il y avait beaucoup de consultations de la part des jeunes en âge, je parle de la fourchette 25-35 ans, beaucoup de consultations là, qui se faisaient au niveau du programme d'aide aux employés. Donc, un indice. Et aussi des invalidités de santé mentale au niveau des jeunes employés, ce qui n'est pas normal. Je ne dis pas que c'est pas grave. Je ne dis pas que ce pas des choses qui peuvent arriver, mais il y a quelque chose qui est anormal quand tu commences avec tu tombes en invalidité de santé mentale. C'était pas mal. C'est ça qui nous a interpellés. Bien sûr aussi, de faire en sorte, par l'entremise de ce programme-là, on se disait, bon, c'est important, ça, ces gens de ressources éducatives, d'amener les jeunes à une approche réflexive de leur pratique. Donc, c'est ce qui a amené l'origine du programme. Et, bien sûr, de façon indirecte, ce qu'on s'est rendu compte, même si ce n'était pas l'objectif premier, c'est que le fait de mettre un programme sur pied, ça avait des causes bénéfiques aussi indirectes. C'est-à-dire qu'au niveau du recrutement, ça facilitait le recrutement. Les jeunes enseignants trouvaient ça intéressant d'avoir des gens expérimentés qui les accompagnaient. Et ça se parlait même dans la région. Il y avait même l'envie de jeunes enseignants d'autres commissions scolaires. Ah, chez vous, à des sommets, vous avez parlé de mentorat. Donc, la rétention des jeunes enseignants aussi, c'est quelque chose d'intéressant avec le effet indirect. Juste pour exemplifier la tâche difficile pour les novices, chez nous, on a des écoles où il y a des triples divisions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 enseignants pour tenir l'école. La majorité des fois, c'était des jeunes novices qui arrivaient dans le milieu. Cette année, on a eu une mentor qui a dit ben, avant de quitter et de m'en aller ailleurs, je vais m'assurer de donner la relève à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire je vais initier une personne 2-3 ans avant de demander une mutation pour changer d'école. Donc, c'est sûr que le programme, là, à l'origine, on n'a rien inventé. J'insiste là-dessus. Il y a des choses qui se faisaient dans les écoles déjà de façon informelle, du mentorat, ça en est toujours fait. Ce qu'on a fait, dans le fond, c'est de mettre en place une structure, de donner du support à ça, une reconnaissance, et aussi une certaine structure d'accompagnement. Donc, c'est ce qu'on a fait dans le fond avec le programme. Marie-Josée Dumoulin n'est pas ici aujourd'hui, mais je vais faire mon spot publicitaire quand même. On a le droit, nous autres aussi, hein, mais elle a été une aide très importante dans l'élaboration de notre programme, parce que toute son expertise a été mise à contribution pour nous aider à réfléchir au préalable à toute notre démarche. Alors, fin de la boucle, je voulais juste vous dire qu'on l'aime encore, elle travaille encore avec nous autres, mais comme elle n'a pas fini son doctorat et qu'elle va le faire prochainement, elle est absente aujourd'hui. Donc, vous voyez, le comité, c'est vraiment des gens qui représentent l'ensemble des niveaux de l'organisation quand il a été mis sur pied. Donc, c'est important, bien sûr, d'avoir des gens sur le éducatif ressources humaines, mais d'avoir des novices, des mentors sur le comité et des directions d'établissement. Alors, aidé par les conseils de l'Université de Sherbrooke, ce qu'on a fait, c'est donner une définition du mentorat.
Si vous regardez notre définition, elle implique qu'il y a la mise en contribution. Cette contribution, le potentiel personnel des gens. Ça implique que pour nous autres, au départ, le novice arrive avec un bagage de connaissances et il n'est pas juste toujours en problème, ce novice-là. Il apporte de l'eau au moulin, des idées nouvelles, il y a quelque chose à apporter dans notre problème. Le mentor est une personne qui est ciblée pour son analyse réflexive et le fait de construire ensemble, de mettre à contribution ces deux intelligences-là nous permet d'obtenir un rendement maximum. Donc, c'est sûr qu'au niveau du démarrage, le recrutement, la sélection des mentors, la première année, et là c'est sûr que ça a évolué, mais la première année, dans le fond, ce qu'on a fait pour identifier les mentors, on avait fait un profil. Donc un profil là, idéal, entre guillemets, là, de ce qu'on voyait comme mentor, et on demandait aux directions de l'établissement d'identifier des gens qu'ils voyaient. Donc ça c'était la première année, et ça a amené justement là, un certain nombre de mentors à s'intéresser au programme. Il y a eu des rencontres d'information, des sessions d'information par rapport à ça, qu'est-ce que ça impliquait, et il y a eu aussi un genre de petit contrat qu'on leur faisait signer, comme quoi ils s'engageaient dans le programme. C'est important pour nous qu'ils connaissent, qu'ils comprennent dans quoi ils s'embarquaient, avec des perfectionnements. Ils devaient participer quand même au perfectionnement s'ils voulaient s'inscrire dans le programme pour accompagner les jeunes novices. Donc, c'est la première année et on avait justement le nombre de mentors que vous voyez ici, le nombre de novices la première année. Et en rouge, c'est cette année-là actuellement, ce qui se passe au niveau de notre programme en termes de nombre de participants. Juste pour parler des modifications, la première année, c'était les directions qui sollicitaient directement les enseignants. Ça nous a posé un problème parce que pourquoi tu demandes à telle personne d'être un mentor, puis le pourquoi à moi? Parce qu'on a apporté un correctif, maintenant tout le monde peut poser sa candidature pour être mentor. On établit une liste de critères qu'on recherche chez les mentors, ce qui fait qu'on a encore moins de mise en candidature parce que les gens disent « Ah, ben au préalable, je ne correspond pas nécessairement à tout ça ». Mais dans les faits, vous voyez le nombre de mentors continue de grandir, malgré le fait, par exemple, qu'on est en baisse de clientèle significative. Si je regarde au primaire, qui était au départ le lot où on avait le plus de novices, cette année, on a connu des problématiques à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les novices qui font déjà partie du programme, mais qui n'ont même pas un contrat. Alors, comment on va adapter notre programme pour répondre à ces besoins-là? Est-ce qu'on va les soutenir pendant qu'ils font de la suppléance? Puis comment on fait ça? À qui on s'adresse pour faire ça? Est-ce qu'on va comptabiliser ça dans notre banque de journée qu'on a à l'intérieur du programme? Ça, c'est une problématique auquel on a à faire face. Je ne suis pas sûre d'avoir... On a encore trouvé la bonne solution. Au niveau du secondaire, c'est le contraire. Au départ, on avait plus de difficultés à aller chercher des gens du secondaire. C'est le mouvement inverse parce qu'au secondaire, il y a une vague d'engagement. Donc, on a de plus en plus de novices. Et là, ben, le programme s'enclenche de mieux en mieux par rapport à cette clientèle-là. Ce qui arrive aussi au niveau du recrutement des novices, maintenant, on n'a plus de publicité. On en fait encore, on a encore notre poster qu'on affiche un peu partout. On regarde encore chez les directions, on les sollicite pour faire de la publicité. Mais notre meilleure publicité, c'est les mentors qui n'ont pas de novices, parce que là, on en a beaucoup. Et dès qu'ils voient quelqu'un qui se pointe, qui par hasard est nouveau dans la commission scolaire, elle se l'arrache. Alors, c'est comme ça, dans le fond, que le programme est toujours maintenu. Peut-être une précision, bon, vous voyez 400 jours d'expérience et moins, c'est dans le fond le critère qu'on a établi pour pouvoir réinsérer le programme. Au début, on parlait de 2 ans, mais on s'est rendu compte que 2 ans, ça veut dire quoi, le dépendamment du nombre de jours que tu as dans les premières années, ça fait qu'on a plutôt parlé en nombre de jours, ça fait que ça l'a élargi, dans le fond, la possibilité des gens d'insérer le programme. Et lorsqu'ils insèrent le programme, 400 jours et moins, que tu en aies 350 ou 300, tu es accompagné pendant 2 ans. Les principes, lorsqu'on a parlé de sessions d'information, de communication dans ce programme-là, dès le départ. Je vous dis dès le départ, la première année, c'est les 4 principes qui ont été établis et qu'on n'a jamais dérogé à ça depuis l'existence du programme. Je pense que c'est une des clés du succès. Volontariat, bon, sauf quand, c'est sûr, là je parle au niveau des novices, au niveau des mentors en première année, c'est sûr que c'était quand même volontaire, mais les gens étaient identifiés. Après ça, on a changé l'approche pour la deuxième année, mais ça a toujours été le volontariat mur à mur par rapport à ça. La confidentialité de la démarche entre le novice et le mentor. Ce qui se passe là, ça reste entre eux. On n'est même pas au courant de ce qu'il peut y avoir comme discussion, bien sûr. Je pense que c'est fondamental. C'est ce qui se fait dans vos milieux également. L'absence de lien d'autorité, bien sûr, puis l'autonomie. Vous allez voir dans la façon qu'on leur donne les libérations de l'autonomie aussi à ce niveau-là. C'est une des principes que vous, Simon, de l'Université de Sherbrooke, avait établi. Dans les modifications, ces principes-là sont encore
nos guides. Parfois, là, on arrive, on est en situation de survie nous autres aussi parce qu'on voit les éléments arriver là, pour la première fois. Puis on serait tenté de prendre des décisions. Souvent, quand on retourne à nos principes de base, on se dit non, ça on ne peut pas mettre ça en place, ça irait contrevenir à nos principes. Alors, ils sont toujours des guides présents pour nous autres. Au niveau du jumelage, dès le départ, on avait dit les séances, même école, c'est ça qui est plus payant. Même discipline quand c'est au secondaire. Même niveau quand il y a plusieurs novices qui arrivent dans une école. Puis, en cours de route, on a mis en place un protocole de désistement. Ça ne veut pas dire que parce que je suis novice, j'arrive dans une école, je rencontre un mentor, je pense que ça va faire un mentor, on va faire une équipe du tonnerre. J'arrive en cours de route, puis il y a un manque de chimie qui se fait. Donc, on a laissé la possibilité aux gens de nous signifier que, bon, ben, la diade, sans avoir apporté un jugement, devrait être dissoute, puis on devrait en reconstruire une autre. Parce que dans les faits, ce qui arrivait, c'est que si la chimie ne se faisait pas entre les deux intervenants, ils arrêtaient de se voir, on n'entendait pas parler, le novice bénéficiait d'aucun soutien. Alors, avec le protocole de désistement, ils ont l'opportunité de nous dire, sans raison, ils n'ont pas à justifier ça, ils ont juste à nous dire, ben non, mais fin à la diade, donne-moi un autre mentor, donne-moi une nouvelle novice ou un autre nouveau novice. Les rencontres d'accompagnement. Ils sont au besoin, on le souhaite au moins une fois par mois, pour être sûr que ça se fasse de façon générale. Dès le début de l'année, on propose un plan d'action pour dire aux gens, apportez un calendrier, essayez de prendre des rendez-vous préalables. Parce que ce qui arrive, c'est que le novice a peur de déranger le mentor, et le mentor, parfois, va appeler le novice, il n'y a pas de réponse, il s'est intimidé, puis il dit, ben là, qu'est-ce que je vais faire? Surtout quand la diade est à distance. Nous autres, notre territoire, c'est pas 600 km carrés, c'est 3000 km carrés. Alors, ça fait loin un peu là, si on ne garde pas contact. Évidemment, ce qu'on regarde, c'est que les rencontres se fassent autour de problèmes réels, que le novice vit dans sa pratique. En général, ce qui arrive, c'est que la première année, c'est le rôle de pompier que le mentor va avoir à faire. Donc, il y a quelqu'un qui parlait de la gestion technique, où est-ce que je stationne mon char, où est-ce que je mets ma tasse, comment je vais régler des choses comme ça. Et la deuxième année, on s'en va vraiment vers un développement de l'analyse des situations, des problématiques. On peut vraiment creuser les sujets à fond. Évidemment, notre démarche est facilitée par des mesures compensatoires. Et c'est ça, donc, vous voyez ici, c'est un tableau qui résume, dans le fond, les libérations. Il y a une petite coquille, lorsqu'on voit les perfectionnements, c'est 2,5 jours, autant si tu as un ou deux novices là, pour les mentors, il y a une petite coquille là. Donc, vous voyez, dans le fond, les libérations pour l'accompagnement, 2,5 jours si les gens ont un novice, si les mentors ont un novice. On ajoute une demi-journée de plus si les gens ont deux novices. Et justement, pour le novice, on parle d'une journée et demie de libération. Donc, vous comprenez, là, il y a un peu plus de libération que les mentors, la préparation que les mentors doivent faire par rapport à ces rencontres, ou des fois, s'il y a une présence en classe, c'est-à-dire que le novice l'invite à aller en classe, donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus de libération pour le mentor. Et il y a aussi, pour tenir compte, lorsqu'on parlait du territoire, comme Elise le mentionnait, la distance, c'est sûr qu'on essaie de favoriser dans la même école. Vous comprenez, des fois qu'il peut ne pas y avoir un mentor dans l'école, puis un novice qui a besoin, donc il y a des fois dans des écoles différentes, et il faut tenir compte que des fois ça peut être un secteur un peu plus éloigné, on donne du temps de plus pour les déplacements. Donc c'est ce qui explique la différence. Et il y a du temps aussi pour les libérations, comme je vous mentionnais, 2,5 jours pour les mentors, une journée et demie pour les novices. Et je vous dirais, cette année, malgré qu'il y a eu les moins de pression, c'est sûr que même si le syndicat nous mentionnait bon, le programme n'est pas boycotté, ça je pense que c'était correct de leur part, on dirait qu'il y avait comme une fragilité ou une incertitude des enseignants, là, je vois-tu, je vois-tu pas. C'est ce qu'on a décidé, même si ça ne faisait pas notre affaire, on a convenu, Lise et moi, de ne pas faire de perfectionnement pour la première moitié de l'année, donc les perfectionnements ont commencé à partir de janvier, et on a réussi quand même depuis janvier. On va dans le fond donner tous ces jours-là, à partir de janvier, de condenser ça pour cette période-là. L'information que j'ajoute, c'est dans le bas, on avait aussi les deux premières années, un montant d'argent qui était soit une journée ou un 200 $. C'était plus une reconnaissance symbolique qui s'ajoutait à ça, pour justement démontrer aux mentors qu'il y a une reconnaissance aussi à ce niveau-là. Et on l'a retiré après 2 ans, parce que je sais qu'il y a une question budgétaire, là, je vous parlais tout à l'heure de l'aspect budgétaire de notre commission scolaire. Alors, on n'est pas une grosse commission scolaire, puis le budget du programme depuis 4 ans, c'est 70 000 par année. Donc, il n'a pas changé, il était ce montant-là dès le départ, puis il a été maintenu. Sauf qu'on l'utilise. On l'utilise et à un moment donné, ce 200 $-là faisait qu'on allait peut-être un peu
budget. Et les gens, on l'a retiré, puis il n'y a eu aucun commentaire négatif par rapport à ça. Puis vous allez voir, peut-être, Élie va vous en parler un peu plus tard, on fait un bilan à la fin de l'année. Une des raisons, peut-être, que les gens, la reconnaissance avec le bilan qu'on fait, avec le bilan, je pense qu'il vaut pour les gens beaucoup plus que 200 $. C'est un peu au niveau du budget. Et c'est ça. Quand Alain parle des libérations dans un autre secteur, ça soulève la problématique que, généralement, la première année, quand un novice choisit un mentor, il va choisir quelqu'un qui est dans son secteur, dans son école. Mais l'année d'après, s'il n'y a pas de poste dans cette école-là, il change de secteur. Et là, qu'est-ce qu'on privilégie comme comité de mentorat? Est-ce qu'on privilégie le fait que la relation est déjà établie, que les gens se connaissent, ils ont déjà appris à réfléchir ensemble, ou bien la proximité de la personne? Il y en a, en tout cas, on n'a pas trouvé de réponse. S'il y en a qui en ont, on vous sollicite grandement pour aller la chercher. Parce que, dans certains cas, miser sur la relation, c'est gagnant. Dans d'autres, malgré le fait que la relation est très gagnante, parfois, il faut vraiment retourner l'appareil pour dire aux gens, est-ce que vous vous rencontrez, est-ce que vous trouvez le temps de vous voir, c'est plus difficile. Mais, les perfectionnements, on a deux moyens d'utiliser le perfectionnement. C'est toujours des délibérations de problèmes réels de la pratique. Donc, on va faire praxéologie, on demande aux mentors quel genre de problème vous pouvez rencontrer dans l'accompagnement de votre novice. On fait les jeux de rôle, des choses comme ça. On part toujours des éléments ciblés par des gens. Quand c'est le perfectionnement au novice, on fait une banque de problématiques qui voudraient discuter ensemble. Ou avec les mentors, est-ce qu'il y a des sujets en particulier que vous voudriez travailler pour être sûr qu'on se rapproche de la pratique? Toujours mise à contribution du savoir d'expérience qu'on veut. On le sait que les mentors, ce sont des gens de qualité. On veut reconnaître ça. Ce qu'ils ont de la misère à faire, c'est mettre des mots sur un savoir qu'ils ont déjà. Alors, on les aide à mettre des mots sur les situations implicites. Les exemples de sujets abordés lors des perfectionnements. Vous les voyez là, ça c'est comme une gamme de perfectionnement de base. Parce que là, on est rendu qu'on a les mentors qui ont suivi depuis 4 ans le programme. On en a depuis 3 ans, depuis 2 ans, et de nouveaux mentors qui sont sollicités cette année. Alors, ça finit par faire compliqué gérer les perfectionnements. Où est-ce qu'on les envoie? On ne veut pas qu'il y ait 2 fois le perfectionnement, il ne faut pas que ce soit présenté de la même façon. Alors, ce qu'on arrive, en tout cas, on va expérimenter l'an prochain, c'est gabarit, perfectionnement de base. Ensuite, pour que tout le monde ait au moins une fois ces perfectionnements-là. Par la suite, on va toujours continuer à donner des perfectionnements supplémentaires, mais sur des sujets autres. Alors, puis, ils proviennent des problématiques que les gens rencontrent en cours de route. Mais avoir comme le gabarit de base, un bon mentor devrait avoir l'ensemble de ces perfectionnements. Exemple en cours d'année, pour ceux qui ont déjà du perfectionnement de base, bon, les rencontres, comme Élise le mentionne, au moins pour garder le contact avec les mentors, parce qu'il y a un réseau qui s'est créé aussi avec les mentors, donc c'est important que ces gens-là aussi, au-delà de l'accompagnement avec leurs novices, se rencontrent dans des endroits un peu plus officiels, formels pour échanger entre eux. Alors, les constats qu'on en fait après 4 ans. Les sujets de discussion sont récurrents. Vous travaillez à chaque année, on retravaille la gestion de classe, on retravaille la communication avec les parents, évaluation des apprentissages, autant chez les mentors que les novices en passant. Les droits et responsabilités liés à la profession enseignante, les élèves en trouble et difficultés d'apprentissage. Ça soulève même un autre genre de questionnement, c'est-à-dire les mentors qui nous appellent et nous disent « Élise, comment je peux accompagner un novice qui a dans sa classe un élève en difficulté, exemple, syndrome d'Asperger, syndrome de la Tourette, et que moi, je ne suis pas formée, je n'ai jamais rencontré ça. Ils ont beau avoir un savoir expérientiel, il y a des situations nouvelles qui arrivent. Alors là, ça, on a eu à gérer ça. Vous allez voir la solution qu'on a trouvée par rapport à ça un petit peu plus tard. On constate que les rencontres entre les deux intervenants ont tendance à s'espacer la deuxième année. Si on ne crée pas un plan de match, je vois qu'il y en a plusieurs qui ont déjà mis en place cette procédure-là, si on ne crée pas un plan de match pour faire en sorte que les gens se donnent des rendez-vous à l'avance, ciblent des objectifs de travail, tranquillement, pas vite, les derniers mois de la deuxième année,
ça devient comme carrément inexistant, surtout qu'on sait que la réalité, elle se passe vite. Hein? Alors, on dit aussi que, tranquillement, pas vite, on a des mentors, les mentors de la 4e année. C'est toujours la même démarche au niveau des perfectionnements. Là, il y a certains mentors qu'on a un peu plus de difficultés à solliciter, d'autant plus qu'il y en a, parce qu'il y a quelqu'un qui a soulevé la question tout à l'heure, mentors qui n'ont pas de novice. Là. Comment on fait pour les garder intéressés au programme? Comment on fait pour gérer ça? Alors, ça nous arrive étant donné qu'on a une baisse de clientèle. Ce qu'on fait, c'est des rencontres mentors qui ont des novices, des rencontres mentors qui n'ont pas de novices sur des sujets différents. Puis on fait aussi des rencontres avec mentors qui ont des novices et ceux qui en ont pas. Essayer de les garder toujours en contact avec le programme. Puis aussi, dans les constats qu'on fait, comme je disais, les mentors eux-mêmes qui se disent parfois démunis par rapport aux problématiques. Alors, ce qu'on reçoit maintenant par rapport à notre programme, on reçoit beaucoup de témoignages concernant une capacité accrue à réfléchir. Ça se témoigne par les directions d'école, par les mentors eux-mêmes, et même jusqu'à un certain point, il y a un mentor qui disait « Je pense que les élèves en bénéficient, parce que quand moi je deviens une personne réflexive qui est habituée de gérer mon quotidien en regardant les risques que ça comporte, les enjeux qu'il y a dans une tel type de solution, bien évidemment, j'ai tendance à vouloir aussi réinvestir ça chez mes élèves. Lien d'appartenance à la commission scolaire, Alain parlait de la fameuse soirée de bilan qui est devenue un événement pour nous autres, pour l'ensemble des mentors et mentorés. Ça prend plus la forme d'un social maintenant. C'est comme une fête de reconnaissance qu'on s'est donnée pour créer vraiment encore une fois le réseau. Et pendant une de ces soirées-là, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a écrit « Vive la commission scolaire des sommets ». J'avais un directeur des ressources humaines qui était pas mal ému cette fois-là. Amélioration de la confiance en soi. Tout à l'heure, vous disiez, chez les novices, c'est un élément marquant quand on sait qu'on peut compter sur quelqu'un, qu'on se sent plus confiant par rapport à nos moyens, parce qu'on valorise toujours le savoir des novices aussi. Ça, on l'oublie jamais. On le sait que ces gens-là arrivent pas juste à une attitude générale plus positive. Communauté de pratique chez les mentors. Les mentors, chez nous, on n'a pas encore vraiment développé le lien Internet parce que le territoire étant très grand, pour vous dire, dans plusieurs de nos écoles, le cellulaire en cours. Alors, Internet, on n'en est pas encore rendu là, mais je sais que les mentors s'appellent pour discuter de problématiques. Comment je pourrais aborder ça avec ma novice? Qu'est-ce que je pourrais faire dans ces situations-là? La praxéologie se fait même quand on n'est pas là. Rapidement, ça, Élise, tu permets sur l'aspect syndical. Dans le fond, c'est que deux niveaux d'éléments intéressants par rapport à ça. Lorsqu'on a mis le programme sur pied, il y avait des anciens mentors novices qui étaient sur le comité. Et à un moment donné, les syndicats, on les a invités là, parce qu'ils se questionnaient. C'est sûr qu'on les avait informés, ils n'étaient pas nécessairement sur le comité. Et là, on leur a dit, bien, si vous voulez envoyer un représentant, ils nous sont venus, ils ont dit non. Finalement, les anciens qui sont là représentent bien, puis donc le lien de confiance est établi à ce niveau-là. Puis l'autre, le deuxième niveau, c'est qu'ils voient, puis ils ont vu à ce moment-là aussi que au niveau des ressources humaines, on veut apporter des relations de travail, puis de la paix, tout ça. On est là aussi pour le développement, pour supporter nos employés. Et puis ça aussi, ça a une répercussion positive sur les relations de travail. On voit qu'on est là pour aider le monde. Dans les modifications apportées au programme, au départ, on n'avait pas prévu ça, la planification systématique des rencontres. Maintenant, il faut que ce soit systématique. On a vraiment découvert que s'il n'y a pas ça, d'abord, qu'est-ce qu'on mesure en termes de retombées du programme si au préalable, les gens ne se sont pas fixés d'objectifs. Alors ça, c'est devenu comme quelque chose qu'on met systématiquement en place. Des plans de formation avec les IAD. À venir prochainement pour l'an prochain. Mise en place d'un groupe d'échange en ligne parce que là, on est supposé d'assister au déploiement de la fibre optique qui est depuis que j'ai assisté à une rencontre avec Mme Lamoureux, je rêve, en tant que membre du récit aussi, de pouvoir développer quelque chose au niveau des mentors et des novices. D'ailleurs, ça simplifierait beaucoup les choses. Si je pense communauté virtuelle avec e-visite, Skype, des choses comme ça. Le programme de mentorat est reconnu chez nous par les enseignants comme quelque chose qui est de qualité auquel ils adhèrent facilement. Alors, on a regardé les leviers identifiés par le programme. Ces leviers-là, dans le fond, vous pouvez voir autant, c'est les leviers qui nous ont servi dans le cadre du programme de mentorat. Et ce qu'on a dit aussi à nos gestionnaires ou à nos gens qui sont sur le comité, c'est que ces leviers-là peuvent servir à tout genre de projet dans une organisation. Si
aussi vous assurer d'avoir ces leviers-là qui sont dans le fond des conditions gagnantes quand vous mettez en place des projets où quand on fait de la gestion du changement, il faut s'assurer des conditions gagnantes. Mais ça, pour nous, ça a été des conditions gagnantes, puis on essaie de les transposer dans tout autre projet qu'on fait au sein de la délégation. L'autre élément que je pourrais amener aussi comme élément supplémentaire, on achète, c'était la dernière étape. Bon, on a parlé des enseignants, c'est sûr qu'il y a aussi une démarche discutée avec les directions d'établissement. On l'appelle coaching, c'est le même principe que le mentorat, des directions d'expérience qui accompagnent les jeunes directions. Pour les employés de soutien, il n'y a pas nécessairement du mentorat, mais ce qu'on s'est doté, c'est plus d'un budget officiel où, lorsqu'il y a des départs à la retraite, des changements de chaise, des mouvements de personnel, il y a du temps qui est accordé aux employés de soutien pour passer 1, 2, 3, 4, peu importe le nombre de jours là, qui est utilisé, mais un certain nombre de jours nécessaires pour le transfert de connaissances. Donc, ça, on a mis ça en place pour les employés de soutien. Et ce qui nous reste à travailler, c'est au niveau des professionnels. On a eu des discussions cette année. Ça n'a pas été mis sur la glace dans le sens péjoratif, c'est vu qu'on a embarqué au niveau de la formation continue. On s'est dit, on veut voir où on s'en va avec la formation continue, qu'est-ce qu'on va offrir aux professionnels aussi dans le cadre de ce qu'on vise à faire au niveau de la formation continue, puis que ça se tienne là, avec nos orientations au niveau de la formation continue. Donc, il y a des choses qui vont s'en venir aussi pour les professionnels. Donc, la conclusion, c'est bon, une petite phrase là, sur laquelle on peut vous laisser. L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Puis là, quand je disais qu'on n'avait rien inventé, ça date de plus loin que ça. Même Ulysse, il l'avait compris quand il a confié Télémaque son ami mentor. C'est là-dessus.